Bonjour à tous pour ce troisième temps fort du mercredi des journées digitales de l'expérience client. Il sera question de relations clients et de croissance et surtout des bons choix d'innovation pour dynamiser son activité. En cette période de reprise d'activité post-Covid-19, les directions des services clients ont besoin de soutenir leur entreprise pour renforcer leur chiffre d'affaires. Au sein de ce webinaire, Helpline et Genesys vous proposent d'assister au témoignage de Helpline, 2000 utilisateurs répartis sur 10 sites et dans 4 pays, accompagnés de Genesys, pionnier de l'expérience as a service pour les centres de contact omnicanaux. L'idée de ce temps fort est donc de montrer comment la direction User Digital Journey de Helpline innove de manière offensive à l'aide des plateformes Genesys pour anticiper, automatiser et apporter de nouveaux usages qui contribuent au développement de son entreprise. Bref, nous allons parler de plans de continuité d'activité. Il sera aussi question d'optimisation des flux. Et enfin, il sera aussi question de la cartographie des parcours clients et utilisation des personas dans le but d'améliorer l'expérience client. Pour discuter de tous ces sujets, j'ai le plaisir de recevoir sur le plateau d'Agora News Expérience Client Michael Lefebvre, Channel Sales EMEA Director. Bonjour. Bonjour Geoffroy, merci pour ce temps. Je vous en prie. Et Lionel Florence, User Digital Journey Director chez Helpline. Bonjour Lionel. Bonjour Geoffroy et merci également pour ce temps de parole. Je vous en prie. Rentrons dans le vif du sujet. Michael, peut-être un petit mot sur Genesys pour présenter un peu. Oui, bien sûr. Alors Genesys, nous sommes éditeurs de solutions de gestion de la relation client à distance. En gros, Genesys aujourd'hui, c'est 70 milliards d'interactions entre les entreprises et leurs clients. Alors ces interactions peuvent se dérouler suivant différents canaux de communication. Il y a bien évidemment des canaux de communication historiques, la voix étant le canal le plus connu et le plus répandu, mais puis également l'email, le chat ou bien des canaux beaucoup plus récents que nous avons introduits progressivement grâce à l'arrivée de nouvelles technologies, l'intelligence artificielle, la reconnaissance vocale, et donc vous connaissez les chatbots, les voicebots, etc. Donc effectivement, nous sommes 6000 collaborateurs dans le monde entier, et notre métier, c'est donc de proposer une plateforme applicative pour offrir à nos clients, comme Helpline aujourd'hui, la meilleure expérience client. Nous appelons ça, vous l'avez indiqué dans votre introduction, Experience as a Service. Donc on se concentre sur notre cœur de métier, mais la technologie aujourd'hui est tellement vaste et large et variée que l'on se repose également sur les partenariats. C'est impossible pour nous de gérer l'ensemble des technologies associées. Donc à ce titre, je souhaiterais notamment citer 3 partenariats que nous avons développés ou signés en ce début d'année. Microsoft sur l'aspect communication et hébergement de solutions. Zoom, que nous connaissons tous, et que nous utilisons tous depuis quelques mois de manière énorme et très intensive sur la partie Visio. de vidéo, tout à fait. Et puis Google Cloud sur la partie intelligence artificielle. Donc, pour nous, l'expérience as a service, c'est aussi de démontrer de l'empathie. C'est de l'efficacité dans la résolution de ces problèmes. Et ce n'est pas uniquement l'aspect technologique, mais c'est bien aussi de mettre en avant l'aspect humain. Et je pense que notre succès vis-à-vis de ces solutions, c'est aussi à travers le succès de nos différents clients. Alors, j'ai plein de cas, je vais en citer, j'en parlerai tout à l'heure. Mais bien évidemment, c'est grâce aussi à des clients comme Helpline qui sont à nos côtés aujourd'hui. Oui, justement, Lionel, est-ce que vous pouvez un peu contextualiser la relation que vous avez avec Michael? Alors, je vais revenir un peu sur Helpline pour que vous compreniez bien. Donc Helpline, aujourd'hui, c'est le leader européen dans la relation client sur la partie support post-applicatif et IT. Donc Helpline, c'est, vous l'avez dit tout à l'heure, à peu près 2000 collaborateurs, mais comme je l'ai dit, nous sommes leaders européens. Donc ces 2000 collaborateurs travaillent sur 9 sites aujourd'hui, basés en France, en Allemagne, mais également en Tunisie, en Roumanie. Et on va sans doute ouvrir, en cours d'ouverture, de nouveaux pays également en Europe. Alors oui, Helpline, partenaire de Genesys. Moi, je préfère appeler partenaire que client, parce que la différenciation d'Helpline par rapport à ses concurrents, c'est, alors nous on dit sublimer l'expérience utilisateur. Ça montre le niveau où on met la barre. Voilà, grosse promesse. Et depuis de nombreuses années maintenant, on utilise les outils Genesys. Alors la différence également Helpline par rapport à ses concurrents, c'est que on sélectionne nos outils avec soin
et quand on a sélectionné notre outil, on le pousse dans ses retranchements et on essaye d'utiliser 100% des fonctionnalités. D'accord. Donc les outils qu'on sélectionne en général sont de bons outils et ça nous permet aujourd'hui, nous, Helpline par exemple, alors on parle de canal, on parle de multicanal, donc nous, Helpline aujourd'hui, on n'est pas multicanal, mais on est omnicanal. Ça veut dire qu'aujourd'hui, les utilisateurs de nos clients sollicitent nos collaborateurs aussi bien par la voix que, Michael l'a dit tout à l'heure, le chat, mais également le mail. Et depuis peu, on introduit aussi la vidéo. Et tout ça de façon uniforme avec le même niveau de service. Très bien, très bien. Ça fait combien de temps que vous travaillez ensemble? Alors aujourd'hui, ça fait pratiquement 7 ans qu'on travaille ensemble. D'accord. Ah oui, c'est un beau partenaire, effectivement. Pour rentrer dans le vif du sujet, la relation client, la croissance, les bons choix d'innovation, le Covid-19 a impacté toutes les entreprises, quelles qu'elles soient. Elle a modifié les organisations, la façon de travailler, la gestion de la relation client. Comment cela s'est passé concrètement, Michael? Oui. Ce qui est intéressant, en fait, c'est que lorsque le confinement a démarré, nous avions l'intime conviction que nous allions réussir notre mission, en fait. Ouais. Un peu comme, je ne sais pas si vous avez été sportif de haut niveau, Non, moi non. Je pense que ça se voit. Mais, moi non plus. Vous savez, vous pourrez quand même être sportif de haut niveau, mais j'imagine que c'est un peu la sensation du champion du monde lorsqu'il va rentrer dans l'arène et qu'il est persuadé, en fait, que ce qu'il va faire, il va le réussir. En fait. On avait un peu ce sentiment au début de la crise. Et a posteriori, je pense qu'effectivement, nous avons réussi l'objectif que nous avions. Et l'objectif était relativement simple. Il était de permettre à l'ensemble de nos clients, partenaires, de pouvoir gérer cette période difficile parce que du jour au lendemain, des millions d'agents qui travaillaient dans des centres de contact devaient répondre à des appels, traiter des interactions de leurs clients, mais à domicile. Et les solutions n'étaient pas forcément adaptées. Donc, ce que l'on a, notre mission, c'était tout simplement permettre à tous nos clients, en moins de 48 heures, de pouvoir transférer l'ensemble de leurs appels depuis leur centre de contact physique vers les agents, cette fois-ci, travaillant à domicile. Donc, on l'a réussi grâce notamment à la nouvelle solution que nous avons depuis quelques années, qui s'appelle Genesys Cloud, qui est une solution purement cloud. Donc, on a permis à ces clients, gratuitement, de mettre en place un nombre illimité d'agents. Et notre promesse était de le faire en 48 heures. Deuxièmement, en fait, le deuxième aspect que l'on a considéré, c'est que c'est bien de le faire pour ses clients existants, c'est bien de le faire aussi pour les autres clients, en fait. Si on est là pour offrir une expérience as a service, faisons-la également pour les autres clients. Donc, on l'a fait également dans un deuxième temps pour n'importe quelle entreprise. Et on a permis, encore une nouvelle fois, à des dizaines de milliers d'agents de prendre ces interactions à distance. Alors, ce qui est intéressant, c'est que ça donne une certaine fierté en tant qu'individu travaillant pour une entreprise. Personnellement, ça fait 13 ans que je travaille chez Genesys. Je n'ai jamais ressenti une telle excitation que cette période. Alors, c'est difficile à dire, on comprend bien la difficulté du moment, mais néanmoins, je peux imaginer qu'il y a une certaine excitation pour n'importe quel corps de métier qui a senti participer de manière utile à son entreprise, à son métier, à son environnement. Et puis du coup, on a de formidables histoires à raconter. J'en ai plusieurs en tête. Il y en a 3 en fait qui me viennent le plus à l'esprit. C'est notamment celui de la ville d'Helsinki, où notre équipe commerciale a été en contact direct avec les conseillers du maire de la ville d'Helsinki. Et en 2h30, on a pu mettre en place un centre de contact qui permettait aux personnes âgées de cette capitale européenne de contacter des bénévoles qui travaillaient depuis chez eux, qui n'avaient jamais été conseillers ou agents en centre de contact, de répondre à leurs demandes et puis d'associer livraison de médicaments, de nourriture de manière très simple. Le deuxième, c'est un grand retailer en Europe. Donc là, on est vraiment dans l'aspect business. Retailer qui a un nombre très important de magasins sur l'ensemble du continent européen. Et puis du jour au lendemain, les magasins étaient fermés. Comment répondre aux demandes du client? Comment traiter ces interactions? Comment permettre aux conseillers en magasin de fournir leurs conseils aux clients, cette fois-ci depuis leur domicile, entre les couches, les devoirs des enfants et puis la pâte à pain qu'on préparait pour le soir. Et on l'a fait avec eux et on a réussi à mettre en place en moins de 48 heures ce transfert pour plusieurs milliers de collaborateurs. Et puis un troisième point, cette fois-ci, ce n'était pas un client existant, c'était une banque polonaise qui était coincée avec une solution qui ne leur permettait pas de prendre des appels à distance, tout simplement. Et de la même manière, nouveaux clients, on a mis en place pour eux cette solution très très rapidement,
qui leur a permis de prendre des interactions avec leurs clients et puis de les sauver d'un naufrage annoncé s'ils n'avaient pas pu le faire. Donc globalement, pour revenir au point initial, nous étions prêts à affronter cette situation. Et c'est vrai que notre solution nous a permis, notre solution Genesis Cloud, d'y passer. En fait, la grande force de la solution, je pense, c'est sa scalabilité. Alors c'est un grand mot, scalabilité. Ouais. Le meilleur moyen que j'ai pour l'expliquer, c'est d'utiliser l'exemple de Netflix. Netflix, bon, tout le monde connaît. On sait tous qu'à certains moments, Netflix va sortir un nouveau film. Et puis, à cet instant T, vous allez avoir des dizaines, des centaines, des milliers, des millions de personnes qui vont vouloir regarder ce film. Il faut bien donc que les serveurs qui diffusent ces films s'adaptent à la diffusion. Et effectivement, c'est cet aspect scalabilité que permet Netflix, que permet également notre solution pour la gestion de l'expérience client. Bien, dernier point, alors je sais que je parle beaucoup. Non, allez-y, un dernier point, c'est notamment sur l'accélération de l'innovation. J'ai écouté un podcast ou une interview plutôt de Satya Nadella, le CEO de Microsoft, qui évoquait à quel point cette période de confinement et du travail des employés de Microsoft, cette fois-ci à domicile, a accéléré l'innovation. Lui a senti qu'en quelques mois, le nombre d'innovations avait été supérieur à ce qu'il a vécu sur les 5 dernières années au sein de l'entreprise. Alors évidemment, ce genre de crise accélère l'innovation, mais je pense que ce qu'il y a de plus important par rapport à ça, c'est la préparation à l'événement de crise qui permettra finalement la mise en pratique de ces innovations, parce qu'on n'a pas le choix, parce que cette fois-ci, on ne va pas tourner autour du pot, il va falloir réussir et bien réussir. Et justement, Lionel, comment ça s'est passé justement pour traiter de l'ensemble de ces aspects? Alors le PCA, et je rejoins ce que dit Mickaël, c'est quelque chose qu'on ne peut pas anticiper et qu'il faut préparer sérieusement. Donc nous, chez Helpline, alors on est un grand centre de contact, mais je ne l'ai pas dit tout à l'heure, on a à peu près plus d'une centaine de clients qui utilisent nos services. Donc en fait, on a une centaine de centres de contact. Donc on n'a pas 100 PCA, mais on a de nombreux PCA. Et nos PCA s'adaptent aux contraintes de nos différents clients. Et justement, on peut, en parlant de scalabilité, d'innovation, c'est scalable un PCA? Alors oui, c'est scalable. Alors c'est compliqué, mais c'est scalable aussi. Et donc nous, on déroule les PCA. Donc ça, c'est une chose vraiment très importante. Et effectivement, sans avoir déroulé au préalable, on ne sait jamais si un PCA va se passer correctement ou pas. Donc nous, on en déroule toute l'année. Mais on en déroule de façon ponctuelle pour tester ce que ça va fonctionner, ce que ça ne va pas fonctionner. Et dans notre expérience et dans notre historique, on a pu mettre en place un morceau de PCA qui se rapproche du Covid fin d'année dernière, durant les événements, les grèves en Ile-de-France, où on a effectivement pris des collaborateurs et on les a fait travailler depuis la maison. Et ça s'était relativement bien passé, puisque une grande partie de nos clients ne se sont même pas aperçus que nos collaborateurs n'étaient plus sur nos sites, mais travaillaient depuis chez eux. Même continuité de service, malgré exactement pareil. Les contraintes qu'on connaît encore aujourd'hui. Oui, alors, pour vous donner une image, j'aime bien aussi les images que reprend Mickaël. Chez Helpline, on a l'habitude de dire qu'on a un centre de contact, un seul centre de contact, et on le compare à un bâtiment. Donc si vous prenez l'image du bâtiment, vous imaginez que chaque étage représente un de nos sites. Donc que vous soyez en Allemagne, que vous soyez en France, que vous soyez en Roumanie, que vous soyez à la maison, vous êtes au premier étage, au deuxième, au troisième étage, il vous suffit de descendre ou de monter d'un étage et vous avez les mêmes services. Vous restez dans le même bâtiment. Donc nous, nos collaborateurs, qu'ils soient à la maison, qu'ils soient sur notre site, qu'ils soient à Nantes, qu'ils soient à Paris, qu'ils soient à Timișoara, qu'ils soient à Tunis, c'est les mêmes services, les mêmes fonctionnalités et le même outil. Et donc en décembre, on a eu cette espèce de galop d'essai où on a pris des collaborateurs, on les a fait travailler depuis chez eux. Et quand on a senti que le Covid allait entraîner un confinement, la semaine précédente, je me rappelle très bien mon directeur qui est venu me voir, notre DG, il a dit « Bon alors, il va falloir sans doute confiner. Est-ce que tu penses que tu vas être prêt ?» Donc on en a parlé et à cette époque, on pensait confiner vraisemblablement Paris. Parce qu'à l'époque, c'était Paris, on s'était dit, bon, peut-être Lille aussi, Grand Est, mais on n'avait pas imaginé... voilà. Et en fait, donc le vendredi, c'était Paris, le lundi, le mardi, c'est devenu toute la France. Puis nos collègues tunisiens ont levé la main, ont dit, nous aussi. Non plus, voilà. Puis les Allemands, puis les Roumains. Et finalement, on a déroulé nos process. Ça s'est plutôt bien passé. On avait comme objectif, alors j'avais mis la barre bien haut, un peu comme la sublimation de l'expérience client. En 5 jours, on a mis 95% de nos collaborateurs à la maison.
Ah oui, Donc, alors c'est un effort complet, c'est-à-dire que toute vous étiez à l'entreprise... combien justement? Parce qu'on parlait du PCA avant justement Alors, on était à peu près à 5%, donc on est 5%, 97%. 5,95 première semaine, 97 fin de la deuxième. Ok. Voilà. Et alors que c'était un effort complet d'entreprise, c'est parti de la direction jusqu'à nos collaborateurs, les équipes, la DSI, les moyens généraux. Tout le monde s'est mis en ordre de bataille, on a déroulé les process. Et je me rappelle du décompte qu'on faisait tous les jours, où tous les jours on avait une vague supplémentaire de collaborateurs qui rentraient chez eux. Parce que bien entendu, on a fait tout ça sans rupture de service. On n'a pas arrêté un plateau en disant bah, aujourd'hui on est désolé, on ne répondra pas aux sollicitations de support parce que nos collaborateurs rentrent à la maison. Donc on a découpé les plateaux, on a découpé les sites, et on a fait partir les gens les uns après les autres à la maison, PC sous le bras, écran, clavier, moyens de communication. Vos clients, ça a été quoi justement leurs questions, leurs interrogations quand le confinement s'est annoncé? Alors, une partie de nos clients, forcément, ont demandé comment on allait gérer la sécurité, parce que pour certains, il y a quand même des contraintes. Est-ce qu'on allait être capable? Mais globalement, je pense que le fait de répéter les PCA, donc nos très grands clients ont l'habitude et savent qu'on sait gérer. Nos plus petits clients, et notamment tous ceux qui ont vu l'expérience de décembre, je pense, étaient en confiance. D'accord. Et pour certains, et je leur ai dit, hein, certains ont appris qu'on avait déroulé un PCA sur le mois de décembre au copil du mois de janvier, quand le manager leur a dit 50%, 60% de la production s'est fait avec des techniciens à la maison. Et donc au final, le côté expérience projet qui fait vraiment partie de votre ADN, si on devait faire un bilan, une analyse, tirer des bonnes pratiques, mettre des choses à la poubelle, ça serait quoi votre analyse sur Alors, le contexte? le plus important, c'est la préparation. D'accord. Ça c'est clair. La deuxième partie, c'est bien mettre le collaborateur au centre et bien mettre l'utilisateur au centre. Parce qu'on a beau mettre tous les outils qu'on veut, in fine, celui qui décroche et celui qui appelle, c'est un utilisateur et c'est un humain. Donc ça, c'est vraiment important. Donc formation, préparation, mindset, toujours rester dans cet esprit-là. Et on avait fait un REX et on avait tiré des expériences du mois de décembre. Mais dérouler un PCA sur 15 jours, c'est pas pareil que dérouler un PCA sur 3 mois. Oui. Donc là, on a une montagne d'expérience et de retour des équipes. Donc on est en train de prendre caillou par caillou pour analyser tout ça. Et je pense que l'expérience, alors on n'a pas fini, hein, puisque pour l'instant on a presque fini le rapatriement des collaborateurs sur les sites, mais c'est encore pas complètement terminé. Je pense que globalement, ça a été une expérience positive pour nos clients qui ont vu que Helpline savait en quelques heures ou en quelques jours prendre tout son centre, tous ses effectifs et mettre tout le monde à distance. C'est également positif pour nos collaborateurs parce que dans l'esprit et dans la philosophie d'Helpline, le collaborateur est au centre. Donc assurer la sécurité de l'individu, ça a été notre préoccupation. La barre des 90-95, elle n'a pas été mise par hasard. Oui, bien sûr. L'objectif, c'était vraiment d'assurer la sécurité de nos collaborateurs, de pouvoir permettre à chacun de travailler dans les conditions optimales sans se mettre en danger. Donc ça, c'est vraiment important. Si on parle maintenant de la partie qui vous lie avec Michael, pourquoi partir dans le nuage justement pour assurer cette continuité de service? Pourquoi 95 et pas 100% de nos collaborateurs à la maison? Ça peut se résumer aussi comme ça. D'accord. Parce que sur les 5% restants, technologiquement, ce n'était pas possible. Soit une contrainte sécu, soit une contrainte technique. Ouais. Et c'est à ce moment-là qu'on s'est retourné vers Genesis et on était en phase de validation et de qualification de leur solution cloud. Et on leur a dit... Remote Worker, c'est ça? Pardon? Votre solution Remote Worker, c'est ça? Non, Genesis Cloud. Ah non, pardon, c'est vrai, Remote Worker, c'est chez vous. Oui, Remote Worker, c'est notre capacité de prendre un collaborateur et le faire travailler depuis la maison. Autant pour moi, Genesis, bien sûr. Donc on s'est adressé à Genesis, on leur a dit, on va passer les vitesses supérieures sur les tests qu'on a en cours sur votre solution, mais par contre, il va falloir que vous passiez la vitesse supérieure. Et je confirme ce qu'a dit Michael tout à l'heure. À partir du moment où on a décidé d'y aller, 48 heures après, on prenait les appels dans le cloud. D'accord. Et pas n'importe comment dans le cloud, c'est-à-dire qu'on a pris le parcours de l'utilisateur tel qu'il était dans la solution prémisse et on l'a porté dans le cloud. Donc c'est-à-dire que les gens qui nous appelaient n'ont pas vu de différence. Ah oui, donc une continuité. Continuité totale de service, continuité totale sur les indicateurs, sur tout ce qui continue. D'accord. Et en quoi cette bascule, justement, elle vous a ouvert de nouvelles opportunités
pour le sujet de la gestion de la relation client d'un point de vue peut-être plus global? Plus global, certains de nos collaborateurs, donc on en a parlé tout à l'heure, on a 2000 personnes en centre de contact qui travaillent avec notre outil, mais on est largement plus que 2000 collaborateurs. Donc certains de nos collaborateurs travaillent sur les centres de contact de nos clients. Et plusieurs de nos clients ont fait appel à Helpline en leur disant on n'a pas de PCA, comment on fait? Donc on a repris Genesis et on leur a dit bon, on va étendre. On va compléter et on a mis un peu plus d'une cinquantaine de personnes comme ça sur le centre de contact cloud pour le compte de nos clients. Donc on a rajouté des briques de service pour nos clients, toujours dans l'optique de sécurisation de la personne, continuité de service et continuité d'expérience pour l'utilisateur positive. Appeler pour faire une demande de support, c'est souvent quand on est dans la peine. Et donc, il faut avoir un bon accueil et être accueilli de façon optimale. Oui, tout à fait. Et ça a été quoi l'impact sur justement le conseiller chez vous? Alors, le conseiller chez nous, alors il n'y a pas que le conseiller, il y a aussi le manager. Alors, il faut se remettre dans une optique de centre de contact. Donc, quand vous êtes sur un centre de contact, vous avez les collaborateurs, vous avez le manager. Donc, les collaborateurs, quand ils n'arrivent pas à résoudre un problème, ils s'adressent à leurs voisins. Ils s'adressent à leurs responsables, mais vous êtes en visu, comme autour de cette table. On pourrait avoir 4-5 collaborateurs avec un manager. Quand vous êtes à distance, vous êtes tout seul. Donc, on a eu un renforcement très important de l'utilisation de tout ce qui est digital, médias sociaux. Notre nombre de conférences call, de sessions de chat, de Teams dans Microsoft Teams a explosé. Donc ça, c'est le premier enseignement qu'on a eu, donc le renforcement de cette partie du digital. Mais également pour le manager, quand vous êtes sur un plateau, vous arrivez à comprendre ce qui se passe, à ressentir le pouls de votre prestation. Est-ce que vous êtes sur un pic d'activité? Est-ce que vous avez un pic d'appel? Est-ce que vous avez des collaborateurs qui sont dans la souffrance? Parce que gérer un incident, ce n'est pas toujours facile. Donc là, les managers qui ont déjà l'habitude d'avoir un certain nombre d'automatismes ont renforcé le monitoring de leurs prestations, ont renforcé les indicateurs. Et ça se fait alors à la fois avec de la technique, mais ça nous a aussi permis de commencer à introduire des sujets d'IA, des nouveaux usages. Donc pour ça, on utilise de plus en plus des solutions autour du cloud et autour de tout ce qui est digital et optimisation. Alors moi, ce qui m'a plu quand on a travaillé un peu cet échange, c'est que hier, par exemple, on parlait de conseiller augmenté, conseiller couteau suisse. En préparant cette table ronde, vous parliez d'éleveurs de bottes, je crois. Oui, alors dans les métiers à venir chez Helpline, dans la projection qu'on fait, donc nous on a en ce moment ce qu'on appelle le parcours 2020, sur lequel on a fait une immersion. Donc on a accueilli nos clients dans nos locaux et on leur a fait découvrir la projection qu'on avait sur 2020 et maintenant on commence 2021 en termes d'innovation. L'IA va rentrer dans notre centre de contact. Ça, c'est plus une question, c'est une certitude. Maintenant, l'IA ne peut pas rentrer et remplacer un collaborateur. Ça, c'est une utopie et on sait aujourd'hui que la technologie n'est pas prête, on sait que les utilisateurs en face ne sont pas prêts non plus. Donc l'IA va venir épauler le collaborateur et ça, c'est très important dans la démarche. L'IA vient pour aider le collaborateur. Parce que si l'IA n'aide pas le collaborateur, pas de valeur ajoutée, on n'arrivera jamais à avoir d'adhésion. Mais l'IA vient également en support de l'utilisateur qui va nous appeler. Donc il faut toujours garder cet esprit au centre et bien se rendre compte que l'IA, ce n'est pas quelque chose de magique. Donc nous, dans nos métiers, on a ce qu'on appelle le knowledge manager. C'est la personne qui gère la connaissance, qui écrit les process, qui écrit les procédures. Et demain, on aura le knowledge manager. Et peut-être le knowledge manager ou son homologue sur l'IA sera ce qu'on appelle nous un éleveur de bots. C'est-à-dire que ce sera lui qui sera le garant de la pertinence du bot, qui contrôlera la progression de l'IA, qui contrôlera l'enrichissement de la connaissance de l'IA. Donc là, on est sur la création de nouveaux métiers, là, clairement. C'est clairement des nouveaux métiers et tout le monde va s'y retrouver parce qu'in fine, nos collaborateurs, on va pouvoir les décharger de tâches répétitives sans valeur ajoutée, qui finalement sont des tâches presque des punitions. Enfin, faire un reset de mot de passe en cliquant sur 3 boutons, ça n'a aucun intérêt. C'est un peu ingrat. Voilà. Donc ça, c'est quelque chose qui va s'automatiser de plus en plus, mais du coup, nos collaborateurs auront plus de temps pour traiter les vrais sujets, les vrais problèmes des utilisateurs de nos clients. Et je pense que tout le monde va sortir grandi de cette histoire.
D'accord. Comme vous l'évoquiez, il y a les conseillers et les managers. C'est quoi les next steps pour aller plus loin aussi dans le management des conseillers? Alors, l'IA permet de faire des choses dans la systématisation. Donc, quand vous êtes manager et que vous êtes sur le plateau, vous voyez bien quand une conversation traîne, dure longtemps, et vous sentez si le ton monte parce que vous êtes sur le plateau, vous êtes dans l'atmosphère. Demain, quand on met des collaborateurs à distance, là, on n'est plus sur le plateau. L'IA va être un support pour le manager. L'IA va aussi permettre de détecter des anomalies dans les conversations, de comprendre aussi le ton dans la conversation, savoir si ça se crispe, savoir s'il y a de la peine, savoir s'il commence à y avoir de l'énervement. Et à travers ça, elle va pouvoir lever des signaux d'alerte, où elle va pouvoir à la fois aider le collaborateur, mais alerter le manager en disant attention, il se passe sans doute quelque chose sur cette conversation. Votre collaborateur a besoin d'un coup de main et d'aide. D'accord. Et là, typiquement, l'humain reprend le relais pour Exactement. aider le collaborateur. Oui. Michael, je crois que Oui. vous allez donner un coup de main par rapport à ces problématiques. Oui, oui, oui. Alors déjà, je bois les paroles de Lionel parce que c'est un plaisir de l'entendre parler de ces différents points. Effectivement, il y a un élément que Lionel a évoqué, c'est l'importance du collaborateur, l'importance de le mettre au centre dans le service qui est rendu au client, tout simplement parce qu'un collaborateur qui n'est pas bien dans ses baskets, on va dire, va pas rendre un bon service, c'est impossible. C'est sûr. Et effectivement, on voit bien aussi que le métier du conseiller client, tel que nous l'appelons au sein de Genesis, il évolue en fait. Les tâches simples, progressivement, c'est l'intelligence artificielle qui va les traiter. Donc on voit bien que la complexité moyenne des interactions que vont traiter les collaborateurs va augmenter. Et nous, Genesis, par rapport à ça, effectivement, nous on a pris l'engagement, c'est une décision stratégique que l'on a prise à la fin de l'année 2019, c'est devenir, d'ici 3 ans, le leader des solutions de workforce management. Alors les spécialistes qui nous écoutent ou qui nous regardent sauront à ce à quoi ça correspond et je ne vais pas rentrer dans le détail. Et donc on a racheté en fait une société québécoise en février, donc avant le Covid en fait, pour justement développer les solutions de gamification. Alors c'est un point important parce que Lionel évoquait tout à l'heure la difficulté pour un agent lorsqu'il n'est plus en centre de contact de sentir ce qui est en train de se passer. C'est la même chose pour un manager. Enfin, moi j'ai vécu aussi dans les centres de contact. Je sais aussi l'apport que peut avoir un manager dynamique, style animateur de centre de vacances, qui va permettre d'une certaine manière de dynamiser les équipes, de les motiver. Ça n'existe plus lorsque les agents travaillent à domicile. Donc la gamification est notamment un des moyens offrir finalement cette motivation supplémentaire pour rendre le bon service au client. Michael, vous entendez quoi par gamification? Alors, ce que j'entends par gamification, c'est un moyen finalement qui permet à des individus d'apprendre, de se mettre au courant de procédures. Lionel parlait de knowledge management, mais de le faire de manière ludique, à travers de jeux, à travers interactifs, à participer à des challenges qui existent de manière physique dans les centres de contact. Vous avez des fois des animations qui vont permettre à des agents d'afficher les couleurs de leur équipe. Oui, en soi, c'est pas nouveau au niveau physique, oui. C'est pas nouveau, mais on voit bien en fait que la virtualisation de plus en plus répandue de la gestion de l'interaction client, où vous pouvez être dans un centre de contact parmi d'autres individus qui sont physiquement basés ailleurs, nécessite ce genre de solution. Très bien, très bien. Avant de poursuivre vers le moment de questions-réponses, le mot de la fin, Lionel, Michael, c'est quoi l'innovation en temps de crise? Qui veut commencer? Vas-y. Pour moi, l'innovation en temps de crise, c'est un peu comme un révélateur. C'est un révélateur qui va permettre d'identifier si vous en êtes capable ou pas. Êtes-vous prêt finalement à gérer un événement que vous n'avez pas prévu? D'accord. Et l'innovation, ça va être le moyen que vous avez finalement d'y répondre. C'est le moyen que vous avez de vous dire, est-ce que je suis prêt humainement? Est-ce que je suis prêt technologiquement? Est-ce que je suis prêt à affronter les difficultés ou bien à les subir? Donc l'innovation, c'est le révélateur. Vous allez être capable d'innover, de mettre en place les solutions nécessaires, ou vous n'êtes pas capable de faire et vous allez suivre le flot un peu comme un navire qui dériverait sur une mer agitée. Parce que c'est ça finalement, la crise, c'est une mer agitée et on essaye de se déplacer autant que possible. Donc être prêt, c'est un peu l'étape obligée en fait, de cette gestion de crise. Et si j'avais une seule chose à suggérer aux acteurs de l'expérience client qui nous écoutent,
C'est finalement d'établir un état des lieux exhaustif de leur situation. C'est finalement définir, est-ce que ce que j'offre aujourd'hui dans cette période de crise, ou même de manière générale, c'est ce que j'attends de mon entreprise comme service offert et présenté à mes clients. Donc, est-ce que la qualité de service est là? Est-ce que humainement, j'offre le bon service? Et humainement, ça veut dire aussi, est-ce que j'offre les bons services et les bonnes, les bons moyens à mes collaborateurs de pratiquer leur métier dans de bonnes conditions? Et puis, c'est l'aspect technologique qui est bien évidemment un point important. Et l'adaptabilité, la flexibilité nous amène vers cette notion de résilience, d'éviter les crises et de se trouver dans une situation de traumatisme. Et c'est ça l'innovation, c'est être prêt à ce moment-là. Lionel, vous partagez Tout à fait. Moi, je pense que c'est apporter la même réponse dans le même niveau de qualité, mais d'une manière différente. C'est simple. C'est presque un slogan. C'est un slogan. Tu l'as fait en quelques mots et moi j'ai dû le faire en quelques minutes. Bravo. Très bien. Merci beaucoup, Mickaël. Merci beaucoup, Lionel. On va passer au moment de questions-réponses, mais avant, un tout petit jingle. Rebonjour. Nous allons passer à la phase de questions-réponses. Donc, pour cela, nous aidons de Brice qui sera en voix off pour poser les questions. Bonjour Brice. Bonjour. Est-ce qu'il y a déjà une première petite question à adresser à Lionel ou Mickaël? Oui, l'intelligence artificielle va venir en support. C'est une aide sur quel pourcentage d'appels? C'est très difficile de répondre à cette question. Ouais. C'est très difficile de répondre à cette question parce que l'intelligence artificielle, elle va répondre à une problématique que l'on pose. En fait, la première chose à faire lorsque vous intégrez la notion d'intelligence artificielle, c'est d'identifier l'objectif à laquelle vous souhaitez la mettre en pratique. Un exemple, et je vais reprendre celui que Lionel a évoqué tout à l'heure, c'est la gestion de mots de passe. Donc si on est capable, sur une problématique relativement simple, d'identifier, on sait quelles sont les étapes, on va pouvoir considérer que pratiquement l'ensemble, je ne sais pas, je veux dire 80-90%, des interactions vont être capables d'être traitées par l'intelligence artificielle. Après, si vous souhaitez mettre en place l'intelligence artificielle sur quelque chose d'un peu plus compliqué, du style fournir un service, dans le cas d'Helpline, qui fournit du service helpdesk, fournir un service à l'utilisateur qui vous dit « mon téléphone, mon casque ne marche pas », je pense que dans ce cas précis, on va descendre à des pourcentages d'activation de l'intelligence artificielle à des niveaux nettement moindres, surtout si on ne définit pas en amont proprement l'objectif. Est-ce que vous avez des exemples de use case en intelligence artificielle? Autre question d'un autre internaute. Oui, alors, je pense que l'intelligence artificielle demain, et chez Helpline demain, ça veut dire dans les mois à venir et j'espère bien d'ici la fin de l'année, ce sera 100% des interactions chez nous. Mais par rapport à ce que je vous ai dit tout à l'heure, 100% des interactions, c'est 100% de transparence aussi pour l'utilisateur final. Donc même si on injecte de l'IA dans le centre de contact, l'IA va en fait être masquée et cachée derrière le parcours de l'utilisateur. Et ce qu'on fait aujourd'hui et ce à quoi on cherche et ce vers quoi on s'oriente chez Helpline, c'est vraiment une personnalisation de l'accueil. Donc ça veut dire que l'IA, vous pouvez l'avoir à différents niveaux. Donc je vais vous donner un niveau très simple et du coup ça va faire un bon use case, je pense. Et quand vous appelez sur le centre de contact, aujourd'hui, la majorité des centres de contact arrivent sur un message « Bonjour, faites le 1 si vous voulez faire ci, faites le 2 si vous voulez faire ça, faites le 3 si vous voulez faire ça ». J'ai vécu ça ce matin une nouvelle fois. Voilà. Si vous appelez chez Helpline, sur certains plateaux, on commence maintenant à introduire de l'intelligence artificielle dans toute la partie langage naturel. Donc, ce vers quoi on s'oriente en termes de use case, vous allez appeler et vous allez exprimer votre besoin. Et de ce besoin, on va détecter une intention et de cette intention, on va pouvoir vous traiter de façon optimale. Donc, ça veut dire que quand vous allez appeler, on va vous reconnaître, on va savoir qui vous êtes, on va savoir si vous avez déjà appelé dans les minutes précédentes, dans les heures précédentes, la veille, si on a un ticket ouvert, un incident depuis plusieurs jours. On saura comprendre si, au son de la voix et de votre intonation, si vous êtes en détresse ou pas. Et en fonction de tout ça, on va déterminer quel est le meilleur parcours pour vous. Ça veut dire que peut-être si vous êtes dans un état de détresse totale,
On va vous faire passer devant tout le monde pour vous amener le plus rapidement possible. On va squeezer toute la partie automatisation pour vous mettre en relation avec un humain. Parce qu'in fine, l'objectif, c'est de garder cette relation et d'apporter une réponse positive à quelqu'un qui est en détresse, en tout cas dans le métier d'Helpline. Donc on voit l'intelligence artificielle arriver sur différents niveaux. En fait, on ne va pas avoir une brique d'intelligence artificielle, mais on s'oriente sur une multitude d'interventions de l'intelligence artificielle dans le parcours de l'utilisateur, à la fois dans la qualification, à la fois dans la compréhension du besoin, à la fois dans l'accompagnement. Donc après, on switch, c'est-à-dire qu'une fois qu'on a compris ce que veut la personne qui appelle, on y répond. Et quand on y répond, l'intelligence artificielle bascule cette fois-ci, elle n'est plus tant orientée utilisateur, mais elle vient orienter collaborateur. Donc elle est capable de suggérer des choses à notre collaborateur, elle est capable de comprendre si le collaborateur a oublié qu'on avait une procédure, par exemple, et de lui suggérer d'utiliser la bonne procédure. Donc vous voyez, l'intelligence artificielle va arriver à différents niveaux dans nos centres de contact. Autre question suivante, Brice ? Oui, autre question même pour vous, Lionel Florence. Avez-vous eu des feedbacks de vos clients suite à cette crise ? Alors oui, on a eu différents feedbacks. Donc déjà, je le disais tout à l'heure, certains ont demandé quand on activait le PCA, alors qu'on était déjà activé depuis plus d'une semaine ou 15 jours. Donc ça, c'est assez révélateur. C'est une bonne réponse aussi. On a, donc je le disais tout à l'heure, certains de nos clients ont fait appel à nous pour prendre en charge leur PCA. Et ces mêmes clients, aujourd'hui, certains sont en train de revenir vers nous en nous disant comment on fait pour que le PCA reste demain. Oui, donc c'est plus un PCA. Donc ça ne deviendra plus un PCA, ça deviendra la vraie production. Donc on rapporte une brique de services supplémentaires pour nos clients, on améliore la relation pour le client. Après, il y a 2 semaines, 3 semaines de ça, quand on commençait à faire le REX de l'expérience du Covid, on a cherché les expériences négatives, parce que c'est souvent en analysant le négatif qu'on progresse. Et on a eu du mal à trouver une vraie prestation sur laquelle on a eu des problèmes. Donc les retours ont plutôt été dans l'ensemble positifs, voire très positifs. D'accord. Très bien. Voilà. Brice, il nous reste 2 questions, je crois. Oui, tout à fait. Avez-vous des chiffres sur le taux de satisfaction moyen des collaborateurs des réponses apportées via l'IA ? Alors c'est un peu trop tôt pour Helpline, mais peut-être que Genesis... Non, je n'ai pas de chiffres. Je vous avoue, je mentirais si j'en sortais des chiffres, tout simplement parce qu'on n'a pas forcément en main les informations que mesurent nos clients. Donc non, je suis incapable de répondre à cette question et j'espère que vous apprécierez mon honnêteté sur le sujet. Heureusement, une dernière question peut-être, Brice ? Oui, tout à fait. Alors, c'est peut-être encore pour Lionel Florence, mais quelle gestion à l'international est-ce que vous avez une gestion, une situation par pays ou des choses à partager Alors, nous, différentes réponses. Si c'est nos clients à l'international, on s'adapte aux besoins et à la culture du pays. Si c'est pour nos collaborateurs, aujourd'hui, il n'y a pas de différence chez Helpline entre un collaborateur qui soit français, allemand, roumain ou tunisien. Ils sont tous traités pareil et ils travaillent avec les mêmes procédures et le même environnement et les mêmes outils. Il n'y a pas eu de spécificité sur les résistances, sur l'adoption des outils Alors les freins qu'il y a pu y avoir, c'était plutôt des freins technologiques liés au pays. Tout le monde n'a pas la fibre. Aujourd'hui, l'accès, oui. Voilà, l'accès à la fibre peut être compliqué. Les politiques gouvernementales sont différentes. Donc, on parlait tout à l'heure de retour. Notre site roumain, par exemple, lui, ne rentrera pas tout de suite. Et il est vraisemblable qu'il ne rentre qu'à l'automne. Donc, le PCA va durer encore plus longtemps en Roumanie. D'accord. Mickaël, peut-être un insight sur la zone européenne que vous gérez sur ce sujet ? Non, je pense que les problématiques sont relativement similaires. Le point important, finalement, c'est qu'on se rend bien compte qu'on a une accélération de cette transition. Alors, on parlait de l'accélération de l'innovation, mais on voit bien que l'accélération du cloud, elle est évidente à travers cette situation de crise. Après, non, on n'a pas de différence particulière suivant les pays, tout simplement parce qu'on offre cette même solution accessible sur l'ensemble de la zone depuis différents nœuds. Je
pas rentrer dans les aspects technologiques, mais on n'a pas senti de spécificité particulière suivant les régions de l'Europe. Donc le nœud gordien, en final, c'est l'accessibilité. En fait, c'est la bande passante. Finalement, peut-être Oui. le seul frein qui existe aujourd'hui. Oui. Oui, globalement, oui. D'accord, très bien. Ça peut paraître beaucoup, mais c'est tellement faible par rapport à ce que nous Oui. devions vivre dans les centres de contact il y a 5, 10, 15, 20 ans, que c'est un grand changement. Et nous, moi j'ai vécu dans les centres de contact, ça fait 25 ans que je travaille dans ce domaine. Je n'ai jamais vu en fait une aussi grande facilité de mettre en place nos solutions que lors des derniers mois. Et je crois que ça, c'est un message important que l'on doit prendre en compte lorsqu'on pense l'expérience client et lorsqu'on pense aussi aux bénéfices des collaborateurs qui travaillent pour offrir ces services. Et puis c'est de se dire que maintenant les équipes peuvent en fait, on se demandait si elles le pouvaient, et la question ne se pose plus. Voilà, maintenant, en après fait. l'autre question, elles le peuvent sans doute. Oui. Est-ce qu'il faut qu'elles le soient toujours? Oui, c'est ça. Bon, ça, c'est une autre question. C'est plus du management et de la stratégie, effectivement. Nous allons nous quitter là-dessus. Merci encore, Mickaël, pour ce bel échange. Merci Lionel. Merci. L'occasion aussi de remercier l'ensemble de nos partenaires institutionnels et médias. Je pense tout particulièrement à l'INRC, l'Institut national de la relation client, stratégie client, élu service client de l'année 2021, Sens du client, l'Institut du commerce. Et puis toujours un grand merci aux équipes d'Agora Manager et Agora Media, d'Agora News Expérience Client et de Supply Chain Village en particulier. Nous vous donnons rendez-vous dans quelques minutes pour un sujet qui nous a tous touchés, la mobilité, avec Manuel Didier de Tessie, Éric Labrune d'ADP Paris Aéroport, excusez-moi, et enfin Daniel Courcol de Keolis. Je vous retrouve dans quelques minutes. À tout à l'heure.